Bonjour, chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter, ou peut-être que vous le connaissez déjà, de faire parler Monsieur Macanjola ou Jacques Vieira, qui est donc maître de yoga, professeur de yoga. Professeur de yoga, et qui va vous parler donc des raisons pour lesquelles il se trouve actuellement à Martinique. Et il est accompagné donc de Djali, qui est celle qui l'a invité. Donc, je vous souhaite de passer un très bon moment en leur compagnie. Et puis, si vous êtes en vacances, prenez le temps d'écouter, puisque c'est vrai que la première émission passe un peu tard le soir. Ça sera demain à 22 heures, donc vous verrez l'émission à 22 heures. Pour 1h30, donc prenez le temps d'écouter, de regarder, et peut-être que vous aurez envie, vous aussi, de pratiquer ce yoga-là, le yoga des pharaons. On parle beaucoup du yoga indien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un yoga africain. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi et puis une bonne soirée si vous prenez l'émission en première diffusion. Voilà, alors, voilà, monsieur, donc Macanjola, c'est votre nom de professeur de yoga. Voilà, Macanjola, c'est un nom qui est d'origine Yoruba, du Bénin. Voilà. Du Bénin. Voilà, tout à fait, qui m'a été donné par Parce que vous avez à voir avec le Bénin. J'ai à voir avec le Bénin par mes origines, par mon père. J'ai à voir aussi avec les Caraïbes. Avec la Guadeloupe. Avec la Guadeloupe, par ma mère. Et j'ai à voir avec le Sénégal, parce que c'est mon pays aussi de naissance et où j'ai grandi, pays de cœur aussi. Voilà. D'accord, voilà. Et vous, Djali? Bonsoir. Djali, oui. Djali. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Oui. Donc, je fais partie de l'association Gabenout. C'est une association qui a pour objectif en fait de valoriser les techniques et savoir-faire ancestraux de tous les peuples et en particulier des peuples africains. L'objectif étant de permettre à l'homme en fait de vivre en meilleure harmonie avec lui-même, également en meilleure harmonie avec son environnement naturel. Et dans ce cadre-là, en fait, on a souhaité recevoir Macanjola pour permettre aux Martiniquais de connaître le Sumatawi Yoga des pharaons, puisque nous sommes issus en Martinique, on a des ascendances africaines, et c'est important que les Martiniquais et les Antillais en général puissent savoir que l'Afrique a son ancestralité vis-à-vis également du yoga. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité le recevoir et il nous honore de sa présence avec nous pour un stage de yoga dans lequel on est en train de justement, on est en stage en ce moment de 5 jours avec des personnes qui voulaient découvrir. D'accord. On peut savoir quand est-ce qu'elle a été créée, l'association? L'association, elle a tout juste... Qu'est-ce que ça signifie? Alors, Gabenout. Geb, dans l'Égypte antique, c'est la divinité de la terre. De la terre, d'accord. Voilà. Et Nout, c'est la divinité du ciel. D'accord. Donc, entre ciel et terre. Entre ciel et terre, d'accord. Et le yoga a à voir avec cette sorte de... Oui, le yoga a à voir aussi avec, parce que le yoga, c'est... Macanjola va en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure. Le yoga, ça veut dire aussi union. Donc, c'est aussi le lien qui nous relie, en fait, nous, êtres humains, entre... la terre et le ciel. Donc il y a aussi une résonance avec ça aussi. Et moi-même, je suis un peu dans cette démarche-là moi-même. L'association est dans cette démarche-là aussi, c'est permettre aux gens en fait de se sentir vraiment en paix avec eux-mêmes et avec leur environnement naturel. Donc c'est du yoga aussi. C'est du yoga. Alors c'est peut-être c'est un sport, c'est une religion, c'est une... Qu'est-ce qu'on dirait d'autre pour le yoga? Comment on le qualifierait? En fait, ce qui était intéressant, c'est que donc le yoga, le mot yoga vient d'une racine sanskrit, yuj, qui veut dire union. Et aujourd'hui, ce que moi je peux me permettre de dire, c'est que chacun peut faire du yoga au niveau où il estime que son être ou que ses sensibilités le mènent. Alors voilà. C'est une pratique religieuse, c'est une pratique spirituelle. Ça peut être une simple gymnastique. Une simple gymnastique. Ça peut être une pratique religieuse, ça peut être une pratique spirituelle pour certains.
Il y a le Devish Tourneur, par exemple, chez les soufis, voyez-vous. Donc, et pour les Indiens, ça peut être aussi une pratique spirituelle, comme ça peut être une simple gymnastique pour certaines personnes. En Europe, on le retrouve. Donc, la pratique du yoga d'Égypte antique peut aussi se vivre sur tous ces plans. Et c'est ça qui est très important. Tout le monde peut y trouver son compte. Voilà. Mais on a observé que le yoga se développe énormément, y compris dans notre société, nos sociétés caribéennes. C'est parce qu'elles sont perturbées, elles ont du mal de sortir de la matérialité, de la société de consommation et de pratiquer quelque chose de plus qui ramène l'homme à l'homme. Oui, effectivement, actuellement, on s'est rendu compte qu'un schéma de vie, un modèle économique arrive un peu et montre ses limites. Comme le disait un certain monsieur pour lequel j'ai beaucoup d'estime, qui est Pierre Rabhi, on est dans des boîtes, on sort de boîtes, on va dans d'autres boîtes, etc. À l'origine, nous étions plus dans un modèle où les gens avaient une certaine possibilité de s'exprimer dans les champs, les travaux des champs, différents travaux aussi bien intellectuels que physiques. Aujourd'hui, la partie physique est un peu escamotée et il faut savoir que le physique influe sur le mental et réciproquement. Donc c'est pour cela que grâce à certains Européens qui ont popularisé, et des Indiens bien sûr, qui ont popularisé le yoga en Occident, vu que les Occidentaux sont les plus avancés dans le domaine, entre guillemets, de la société moderne, on voit que ça comporte pas mal de problèmes, bien entendu. Le sport, d'une façon générale, la danse et le yoga en particulier ont leur place et c'est pour ça qu'actuellement, il y a une sorte de resurgence de cette pratique ancestrale. Ça a commencé depuis quelques années, depuis quelques dizaines d'années, mais actuellement, on sent que ça se popularise de plus en plus. Voilà. Mais est-ce que, donc, il y a un besoin de... peut-être aussi de spiritualité, parce que c'est en général les gens qui vont se décident pour un cours de yoga ou un séminaire sont des gens qui sont à la recherche de quelque chose d'autre. Ça n'est pas, justement, comme vous disiez, ça peut être une simple gymnastique, mais en général, ces gens-là vont dans des salles de sport. Effectivement, effectivement, vous avez tout à fait raison, Juliette, et je vous remercie de nous orienter vers cette voie-là. Alors, moi, personnellement, vivant en Occident et étant disciple du grand maître Yogi Babacar Khan, d'accord, donc il faut le mentionner aussi, et de sa femme Geneviève Khan, qui ont écrit le yoga des pharaons, ils nous ont montré, voilà, on va montrer ce livre. Oui, on peut le montrer, Babacar Khan. Je ne sais pas si Hervé peut faire voir le livre. Non, c'est de l'autre côté. C'est par ici. Vous voyez, c'est le yoga... Non, mais on ne le lit pas bien, peut-être. Attendez, voilà. Yoga des pharaons, voilà. De Yogi Geneviève et Babacar Khan. Et ça, c'est parce qu'on va vous parler, justement, du yoga africain. Donc, yoga des pharaons. Donc, continuez, voilà. On va revenir au livre. Voilà. Alors, une chose qui est très intéressante, et donc je reviens sur votre question et votre remarque. Il y a un grand écrivain qui avait dit que le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Donc on est en plein dedans. On a expérimenté la matérialité et on se rend compte que le bonheur, on peut avoir, comme disait une chanson, on peut en avoir plein nos armoires et ne pas être bien. Donc la spiritualité fait partie, est une composante intrinsèque de l'être humain. Intrinsèque, c'est-à-dire que l'être humain a été créé, après on peut apporter les théories qu'on veut, en étant un être spirituel. Toutes les tentatives de séparer les deux aboutit irrémédiablement à des échecs. Spiritus, l'esprit, spiritus, le souffle. Et là, on arrive au yoga. Oui, vous nous avez dit, oui. Donc, voilà. Dans les différentes phases de pratique du yoga, il y a la prise de conscience de sa respiration, exactement, du souffle, et le souffle, comme vous le disiez, c'est la vie. Et le souffle, c'est la vie, et le souffle, c'est la spiritualité. Parce qu'en fait, la spiritualité, des fois, avec
le langage actuel, les gens ont peur, mais qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'on va? C'est le fondement de la vie, c'est la première nourriture du corps. D'accord? D'accord. Alors, chers téléspectateurs, voilà le cadre posé. Nous voulons parler du yoga, mais nous ne voulons pas en parler de manière superficielle. Nous avons un petit peu de temps pour le faire, donc nous allons essayer de comprendre la différence qui existe. Donc ne vous affolez pas, il y a bien un yoga que vous savez venir de l'Inde, et quand vous le pratiquez chez nous ou en Europe, en général, on ne vous parle pas de yoga des pharaons que les Africains connaissent et qui se pratique de plus en plus parce qu'il est très ancien, il est millénaire, mais dans les accidents de parcours des Africains et du continent, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont été enfouies, des choses qui se sont, on va dire, perdues avec des guillemets, mais par la volonté des hommes et une connaissance de plus en plus approfondie des Africains par eux-mêmes, sur eux-mêmes, qui ne se contentent plus seulement des savoirs, entre guillemets, qu'on veut bien compiler sur eux et qui sont très souvent des approches idéologiques. Eh bien, les Africains prennent leur histoire en main et ils se redécouvrent. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous allons parler du yoga des pharaons pour que vous compreniez que ça n'enlève rien aux autres yogas, mais qu'il y en a un qui vous vient de vos ancêtres et qu'il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas envie de le pratiquer parce qu'il est un yoga qui est inventé par des gens qui ont votre racine et qui ont voulu que voilà, c'est la dimension spirituelle de leur vie. D'ailleurs, les Africains ont toujours consacré beaucoup de temps à la spiritualité. Donc cette dimension-là, elle est là. C'est vrai que par les colonisations, les guerres, etc., et toutes les dominations qui s'expriment, vous savez, quand les gens sont contraints de vivre et de se rabattre sur la survie, eh bien, il y a des choses importantes auxquelles ils attachent de l'importance. Quand ils sont débarrassés des soucis du quotidien, mais vous voyez l'état dans lequel on maintient le continent fait que beaucoup de ces enfants sont obligés de se cantonner dans cette sphère du développement de l'être, c'est-à-dire la survie. Alors aujourd'hui, le fait que le yoga des pharaons prend de l'ampleur signifie aussi que les Africains sortent. Ils n'en sortent pas tous de la même façon au même moment, mais il y a, si vous voulez, un segment important de la population, des populations africaines qui sont aujourd'hui en train de sortir justement de la survie, la seule préoccupation de la survie, et qui vont donc se préoccuper de reprendre les traditions de leurs ancêtres et de les remettre, de les reproposer comme art d'atteindre certains bien-être, des niveaux de bien-être que vous connaissez quand vous allez les chercher ailleurs avec des gens qui ont pensé leur bien-être en fonction de leur civilisation. Et le bien-être africain, le bien-être de vos ancêtres, celui que vos ancêtres vous a légué, même si ça n'est pas, je veux dire, complètement matérialisé dans vos vies, mais ce bien-être-là existe à partir aussi de l'approche civilisationnelle des Africains. C'est pour cela que le yoga des pharaons, même s'il ressemble à celui des autres yogas, eh bien c'est un yoga spécifique. Voilà, donc c'est de cela que nous voulons vous parler aujourd'hui. Alors vous avez dit tout à l'heure que la racine, le mot de yoga, vient de la racine yug. Voilà, tout à fait. Vous voulez le préciser, téléspectateurs? Oui, alors, donc, effectivement, yug, union. Union, alors, effectivement, il y a eu plusieurs ouvrages, dont les Yoga Sutras de Patanjali. Voilà, donc, Patanjali a compilé un certain nombre de connaissances de son temps, dans l'environnement dans lequel il vivait. À une époque, on parle du IIe siècle, après Jésus-Christ, on parle ou avant. Donc, par rapport à ça, il y a différentes recherches qui ont été faites. Et il y en a même qui évoquaient le fait qu'on ne sait pas si c'est une personne ou plusieurs personnes. Voilà. Mais en ce qui concerne l'Afrique, et en particulier l'Égypte antique, il y a l'exact équivalent du mot yoga, du concept
dans le mot du Souma, Souma Tawi. D'accord. Ça veut dire que ce que moi j'ai présenté comme Yoga des pharaons et qui est aussi le titre du livre de Babacar Khan et de sa femme, a un nom. Voilà. Un nom spécifique. Il a un nom spécifique. Dans notre monde moderne, entre guillemets, dans notre monde actuel, il est d'usage d'utiliser des noms et des mots pour que le grand public puisse comprendre, pour que ce soit accessible. C'est pour ça que Geneviève et Babacar Khan, Maître Khan, ont utilisé le terme yoga des pharaons. Hein. Donc, alors, il y a beaucoup d'égyptologues compétents. Maintenant, il y en a de plus en plus aussi chez les Africains. Hein. C'est que pharaon, c'est Pera, ça veut dire la grande maison. C'est devenu pharaon. Et pour pouvoir circonscrire et préciser le domaine dont on parle, on a utilisé le mot yoga. Mais sinon, le souma veut dire union. Souma veut dire poumon. Alors, moi, je vocalise, vous verrez surtout dans les ouvrages d'égyptologie, Sema. S-M-A, n'est-ce pas? Vocaliser Sema. Voilà. Donc, moi, étant né au Sénégal, je parle d'une langue africaine, qui est le Wolof, Souma Tawi. Et si je m'étire, c'est ça que ça veut dire, c'est la traduction. Voilà. Donc, pour m'amuser un peu, les puristes peut-être m'excuseront. Moi, j'ai préféré utiliser ce terme-là pour ma pratique de yoga, Souma Tawi. J'aurais pu dire simplement Souma Tawi et ne pas dire yoga, mais Souma Tawi yoga et des pharaons, pour préciser un peu l'environnement. Alors, je rebondis sur une chose. Souma Tawi veut dire l'union des deux terres, l'union du double pays. Ça veut dire que l'idée de yoga est dans la constitution même du royaume pharaonique. C'est l'harmonisation des différences, l'harmonisation des contraires, féminin, masculin, le yin, le yang, hein, Inga et Pingala chez les Indiens. Donc c'est ça qui est surprenant pour certains, effectivement, parce que je dois dire que Maître Yogi Babacar Khan, et je pourrais revenir dessus, a entendu des railleries quand il a commencé à parler de ça. Alors, les gens rigolaient, hein, les pharaons font du yoga, les Égyptiens, non, mais c'est pas possible. Les Africains, non. Voilà. Et ce que je tiens à préciser aussi, pour sortir un peu des chapelles, on peut dire, chez nos amis chinois, il y a le yoga chinois. Il y a le yoga, le Qigong, c'est du yoga. C'est du yoga chinois. C'est du yoga taoïste. Le Kung Fu Neicha, la voie intérieure du Kung Fu, c'est aussi du yoga. C'est du yoga chinois, du yoga taoïste. Et il y a du yoga tibétain. Oui, c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire voilà. que chaque civilisation a développé son mode son accès ou son rapport à la spiritualité. Totalement. Et alors, il faut rappeler que les pharaons, c'est si vous voulez, une production de la civilisation égyptienne et que l'Égypte est située en Afrique. Même si, par idéologie, on a eu tendance à l'en extraire. Écoutez, moi je fais une petite anecdote, je vais me permettre. Les États-Unis sont un grand pays. D'accord? Un grand pays et un beau pays. Et quand aujourd'hui on prend l'avion, on débarque à New York, on ne voit pas d'Amérindiens. D'accord? Donc il y a... Ils sont dans les réserves. Il y a 600 ans, s'il y avait eu des avions qui ont débarqué, on aurait été reçus par des Sioux, des Iroquois, etc. C'est exactement la même chose qui se passe pour l'Égypte pharaonique. Et là, on parle de 2500 ans, s'il vous plaît. On parle plus de 600 ans. Donc vouloir dire que la population actuelle d'Égypte est exactement la même qu'il y a 2500 ans est une aberration. Voilà. Donc l'Égypte est bien en Afrique, est bien sur le continent africain. Le Nil, non, que je sache, coule du sud vers le nord. Bien entendu, tout le continent africain, dans son ensemble, était peuplé d'Africains à un moment donné, et ensuite il y a eu des migrations, des mouvements, etc. Alors on dit africain, on entend des Kamites, puisque depuis les invasions, vous avez le nord, ce qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb, qui a été colonisé par les Blancs, qui se sont mélangés à des populations noires, Luba, je crois, au Luba essentiellement. Et puis vous avez le sud,
qui est colonisé par une population, mais c'est plus récent, bien sûr. Alors, il y a quand même une tendance... On les appelle africains. Oui, il y a une tendance générale, et donc là, il y a eu un travail intéressant fait par un égyptologue, Babacar Sall, voilà. Il y a eu une tendance générale sur la planète, et le grand savant, Cheikh Anta Diop aussi, en a parlé, et il n'y a pas que lui, il y a beaucoup d'Européens rigoureux, sérieux. J'ai suivi aussi des travaux de Pablo, je crois que c'est Santé, c'est quelqu'un qui travaille au niveau de la génétique. Effectivement, bon, en tout cas, c'est les éléments que nous avons. Hein. Ils peuvent être remis en question tout le temps. Donc, il faut rester humble. Mais il fut un temps où la planète Terre était peuplée d'Africains. De Noirs. Voilà, c'est ça. C'est tout. C'est ça le truc. J'ai un maître, on a vu une vidéo d'un grand maître d'une loge de nos frères, puisqu'il s'appelle comme ça, nos frères francs-maçons, qui l'affirme. Donc, bon, après, moi, je ne suis pas détenteur de toutes les connaissances, mais on se base là-dessus. Donc, effectivement, les Africains étaient partout. Et donc, avec l'avènement de peuples, on va dire, à peau claire, on va dire ça comme ça, qui étaient peut-être très assoiffés pour avoir accès au soleil, etc., ils sont descendus vers le sud. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Et ces peuples africains, plutôt sédentaires, bien entendu, n'ont pas été préparés à ce choc. Voilà. Et donc, il y a eu reflux, métissage, voilà. Et puis, bon, voilà, le monde est arrivé à l'état dans lequel il est. Et on a Hérodote qui nous parle des Kolches. C'est-à-dire des peuples... On ne le rappelle pas assez souvent qu'en Europe actuelle, il y avait des peuples noirs bien avant l'immigration actuelle. Voilà. Donc c'est intéressant ça. Donc c'est pour ça que, alors fort de toutes ces connaissances-là, sont d'autres polémiques, en tout cas à notre niveau, puisque nous sentons bien que le yoga est un bienfait pour l'humanité. Les Africains ont été un peu mis en dehors de la civilisation. Parce qu'on dit souvent l'Afrique... Un peu beaucoup, hein. On a M. Macron qui vient de rappeler que le problème de l'Afrique est civilisationnel, n'est-ce pas? On nous avait dit aussi qu'on n'était pas assez entré dans l'histoire. Oui. Bon. Bien entendu, d'autres sont venus et on rectifie le tir, on dit qu'on a fait l'histoire. Bon, c'est comme ça. L'histoire de l'Afrique, en fait, elle est tellement longue, elle est tellement ancienne, qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup d'Africains, une majorité, d'ailleurs moi-même, c'est tardivement, hein, je peux le dire, c'est tardivement que j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là. Donc, il n'y a pas lieu de fustiger ceux qui ne sont pas, entre guillemets, branchés. Ils y viendront petit à petit, parce qu'on a été tellement conditionné à l'école par certaines connaissances, on peut le dire, qui sont erronées, qu'il faut du temps pour changer son point de vue. Et ce n'est qu'une question de point de vue, comme le dit Maître Yogi Babacar Khan. Et le yoga a bien une ancestralité africaine, égyptienne, et même avant l'Égypte. Tout simplement, pour abonder dans ce sens, imaginez, il n'y a pas très longtemps, les archéologues nous ont dit, ben voilà, on s'est rendu compte qu'on trouve des Homo sapiens sapiens plus anciens, même vers le sud du Maroc, je crois. C'était ça, ou au Maroc. Voilà. Mais à ce temps-là, toutes ces zones-là, si on parle de 300 000 ans, c'était des zones sans doute verdoyantes. Donc les hommes allaient partout. Hein? Si aujourd'hui les gens peuvent prendre le bateau pour traverser la Méditerranée, ils pouvaient le faire il y a 10 000, 20 000, 30 000 ans, 100 000 ans. Voilà. Donc, fort de cela, le corps humain étant ce qu'il est, l'Homo sapiens d'il y a 100 000 ans, d'il y a 200 000 ans, semble-t-il, était semblable à nous. Il faisait du yoga, il bougeait les bras, il faisait des contorsions. Hein? On voit les enfants de Kinshasa, ils n'ont jamais regardé la télévision, ils n'ont pas accès, souvent. Ils ne savent pas ce que les Indiens font, ni les Chinois. Il faut voir les postures qu'ils prennent. Il suffit simplement de synchroniser le souffle aux postures et vous dites, voilà, c'est du yoga. Voilà. Donc, le yoga précède l'humanité. Puisque, même chez les Indiens, on dit que le yoga vient de Shiva.
C'est-à-dire qu'il a un caractère divin. On lui prête un caractère divin. C'est ce qui fait qu'on on recherche cette pratique-là lorsqu'on est justement dans un besoin de connexion avec le cosmos, avec son environnement, qu'on est dans une démarche spirituelle ou spiritualiste. Oui. Donc le yoga, ce n'est pas que de simples mouvements, même si on travaille le corps pour arriver justement à atteindre une sorte de détachement du sol, de la terre, des pesanteurs, pour atteindre justement ce cosmos, entrer en relation avec ce cosmos. Donc le corps, plus il est léger, plus il est maîtrisé, moins il sera une pesanteur. C'est pour ça qu'on apprend donc à le plier dans tous les sens. Exactement. Et à en devenir le maître complètement. Exactement. Parce que dans la civilisation actuelle, avec ce qu'on nous fait manger, etc., c'est plutôt les pesanteurs qui prennent le dessus. Donc en général, les gens qui font du yoga ne sont pas gros. Il faut le dire, c'est une réalité. Alors là, je vais rebondir sur ce que vous dites, parce que quand vous regardez la statutaire égyptienne, quand vous regardez, même avant l'Égypte, dans le Sahara, tout ce qu'on a retrouvé comme dans les grottes, etc., ce sont des gens fins, filiformes. Et c'est le symbole de bonne santé, en fait. Et d'un corps maîtrisé. D'un corps qui ne va pas vous rattacher forcément, peser, et quand vous avez besoin de vous élever. De méditer, etc., effectivement. Exactement. Alors, voilà, donc... vous étiez au courant de l'existence de ce yoga? Vous l'avez connu comment? En fait, j'ai commencé par... je pratiquais, en fait. J'ai pratiqué d'abord le yoga, le Hatha Yoga, le yoga indien. Et puis, au fur et à mesure de mes recherches, en fait, parce que je me suis beaucoup intéressée à l'histoire de l'Afrique, ça a commencé comme ça. Je pressentais quelque chose avec le yoga et l'Afrique. Je pressentais quelque chose, ça me venait comme ça. Et puis, au fur et à mesure, quand on pose des questions, parfois on trouve les réponses. Je me suis rendu compte, à travers des ouvrages, notamment Babacar Khan, que j'ai découvert un petit peu sur Internet en fouinant un peu, que le yoga des pharaons existait. Et ce qui m'a beaucoup interpellée quand je commençais à faire mes recherches sur Internet, je me suis dit, yoga des pharaons, est-ce que c'est vraiment du yoga? Parce que comme on a tendance, comme tu disais, Makanjula, à détacher l'Égypte du reste de l'Afrique, comme si ça n'existait pas, l'Égypte était vraiment indépendante de l'Afrique. Je me disais, est-ce que c'est yoga des pharaons, puis on blanchit les pharaons, ou est-ce que c'est vraiment du yoga vraiment venu d'Afrique? Et quand j'ai vu qu'il y avait une posture qui s'appelle la posture du K, là, ça m'a beaucoup interpellée. C'est là que je me suis dit K, gros K, éveil au K. La langue K. Et donc, du coup, je me suis dit, il y a quelque chose là. Et du coup, j'ai rencontré Makanjula, et il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, l'année dernière, j'étais de passage à Paris, et j'ai fait un mini-stage avec lui. Et ça m'a beaucoup parlé, surtout que j'étudiais au même moment les Medunechers, c'est-à-dire les hiéroglyphes, parce que je me suis beaucoup intéressée à ça. Et ça m'a beaucoup parlé, et ça m'a parlé très profondément. C'est comme si on avait éveillé quelque chose qui dormait là, en fait. C'est exactement ça. Et donc ça résonne. Donc du coup, je me suis dit, il faut vraiment que les personnes d'ascendance africaine essaie, voir ce que ça donne, parce que peut-être que ça peut réveiller, on parlait ce matin de psychogénéalogie, entre autres. Absolument. Ça peut réveiller des choses, et on peut peut-être, voilà. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a une mémoire collective, et que malgré les dominations, les colonisations et les tentatives de suppression de cette mémoire, elle est là. Elle est encore là. Non seulement elle est encore là, mais elle est là, parce qu'on ne supprime pas. C'est vrai qu'on a de plus en plus envie d'avoir accès à l'inconscient des peuples colonisés, mais voilà, c'est encore une chose qui nous est donnée d'avoir à nous encore. Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais enfin, voilà, ça c'est important de dire. Donc vous avez comparé les deux formes de yoga, et quelque chose dans le Hatha Yoga, donc le yoga indien, vous manquait, ou dans le yoga, quelque chose que, à un moment ou à un autre, vous faites, vous avez la révélation qu'il y a un yoga qui est plus proche de vos racines. Oui, c'est sûr. Mais les deux yogas sont malgré tout complémentaires. Le Sumata Yoga, pour moi, est beaucoup plus profond, parce que
les postures me parlent, parce qu'en tant qu'Africaine martiniquaise, ça me parle, les résonances, les rythmiques, parce que Makanjula, faut le dire, utilise des rythmes aussi djembé, donc du coup, on se retrouve dans un environnement qui nous est familier. Qui vous parle, c'est ce qui que nous je parle. disais, ça peut être civilisationnel. Exactement. C'est ça. Mais pour venir un petit peu par rapport à ce que vous disiez, de la différence peut-être. Je ne sais pas si c'est là où vous voulez... Non, c'est-à-dire si vous voulez... qu'on a pris la précaution de dire qu'il existe des yogas. Voilà, c'est ça. Parce que finalement, ce que Makanjula disait, c'est que chaque civilisation a inventé son yoga. Mais dans la manière que nous avons d'aborder le savoir aujourd'hui, c'est un petit peu escamoté. Et donc, on a prêté le yoga, tout le yoga à l'Inde. Et les Indiens le croient. Et beaucoup de gens qui vont pratiquer du yoga croient qu'ils ne pratiquent que le yoga indien. Et ce qu'on voulait faire émerger de notre discussion aujourd'hui, c'est l'idée que c'est civilisationnel et que donc forcément, quand vous dites j'ai trouvé quelque chose dans le yoga des pharaons ou dans le Sumatawi qui me parle plus que l'autre, c'est que vous avez touché à cette manière donc civilisationnelle qu'a eu l'Afrique de civiliser ses enfants, puisque le yoga, l'existence du yoga est une grande manifestation civilisationnelle. Et par rapport à Macron qui dit que l'Afrique a un problème civilisationnel, il n'a pas pratiqué d'abord le yoga européen qui vient de naître en Europe, il n'a pas encore pratiqué assez de yoga pour comprendre qu'il y a un yoga qui date de la nuit des temps. Donc ça c'est important ce qu'elle disait. Oui, c'est intéressant. Alors moi j'aime ce qui me parle aussi, c'est la sémantique. Et alors ça se voit pas à l'écran, mais on est quand même une équipe. Hein. Si je suis là, c'est grâce à Djaïli que je salue, à sa famille. Je salue, il faut le dire, donc son association. Et je ne suis pas venu tout seul. Il y a donc hors écran, il y a, il faut le dire, un réalisateur aussi, on en parlera, Aymar Saint-Germain. J'ai quelqu'un qui travaille sur la linguistique pas mal, qui s'appelle Franck Dinga, qui est là avec nous, et voilà, et qui apporte quelques conseils précieux souvent. Et c'est pour dire que le yoga dépasse le simple aspect postural, d'accord? Et si on traduit le yoga en français, alors je vais dire, au lieu de dire yoga, je vais dire union corps esprit souffle. Il y a l'union corps-esprit-souffle indienne, il y a l'union corps-esprit-souffle chinoise, il y a l'union corps-esprit-souffle japonaise, il y a maintenant l'union corps-esprit-souffle européenne, il y a l'union corps-esprit-souffle amérindienne, américaine, et il y a l'union corps-esprit-souffle africaine. Voilà, voilà, c'est ça. Le yoga, c'est juste un mot qui veut dire union. Donc à ce moment-là, c'est union corps-esprit-souffle. Et nous, au lieu de dire union corps-esprit-souffle en français, on va dire le Sumatawi. C'est tout simplement. Et comme ça, il n'y a pas de querelle de chapelle. Et il est évident que lorsque nos amis et frères indiens pratiquent, alors, parce qu'il n'y a pas qu'un seul yoga en Inde aussi, hein, c'est ça qu'il faut dire. Il y a le Hatha Yoga, il y a le Raja Yoga, il y a des grands maîtres comme Iyengar qui vient de nous quitter il n'y a pas très longtemps, qui a fait le Yoga Iyengar, qui a fait l'Ashtanga Yoga. Donc c'est comme ça, c'est comme la danse. Il y a plusieurs formes de danse et il y a plusieurs formes d'arts martiaux. Il faut remettre ça un peu dans ce contexte-là, n'est-ce pas? Et en Afrique, il y a aussi plusieurs formes de yoga sans doute, n'est-ce pas? Parce que ce qu'on aime aussi à faire émerger, c'est qu'entre la danse, le yoga et les arts martiaux, les frontières sont ténues. Et vous avez fait allusion à l'aspect civilisationnel. La civilisation occidentale, en tout cas les élites, certaines élites de la civilisation occidentale, ont tout fait pour tout diviser, segmenter, séparer. Attends, c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Bien sûr, ça a à voir. Tout est lié. Et puis ils ont fait de tout ce qui concernait le corps, des sports ou des pratiques mineures. Voilà, exactement. On a comme la musique, comme la danse. On a désacralisé, pratiquement tout. Et on a vu donc l'importance que l'Afrique accorde justement
au corps, à la danse, à la musique. Et l'Afrique a passé un temps incroyable à travailler la musique et à expérimenter à travers les instruments toutes sortes de sonorités. Exactement. Même si on lui dit qu'elle n'a pas inventé, je ne sais comment est-ce qu'on dit pour les gammes, en musique, on a deux manières d'approcher la musique, pentatonique et je ne sais plus quoi. Écoutez, moi aujourd'hui, moi qui fais de la musique, je peux vous dire une chose, que toute cette expression-là, on la retrouve en Afrique. Toutes les musiques, même les sonorités, aujourd'hui, ce qui semble être des sonorités un peu indiennes, arabes ou même chinoises, on retrouve ça sur le continent africain. Oui, Et en plus, on disait qu'on n'écrivait pas la musique. Avec les hiéroglyphes, ils écrivaient aussi la musique, les sonorités. Il y a un ouvrage là-dessus. Oui, ce qu'il faut expliquer, c'est que vous disiez que donc, le yoga africain, donc que vous appelez Sumatawi, et qui peut s'appeler aussi yoga des pharaons, sont tout à fait. Des équivalences. Il y en a d'autres. On a des frères et des sœurs d'Amérique qui utilisent d'autres noms. Donc vous disiez que pour se reconstituer, pour retrouver ces contours, il s'appuie parfois sur les autres yogas. Parce qu'au fond, il y a une sorte de complémentarité des yogas. Alors, où là où les civilisations peuvent se rencontrer, oui. Elles peuvent, pour celles comme celle de l'Afrique qui a été beaucoup attaquée et qui a probablement perdu contact à un moment avec ces racines-là, eh bien, elle a besoin, parce qu'elle est en phase de se reconstituer, elle a besoin de puiser encore. Alors, c'est très important ce que vous dites, et ça me permet d'aborder ce sujet-là. Aujourd'hui, la pratique telle que nous le propose le maître yogi Babacar Khan, c'est la même démonstration qu'on a fait avec le mot yoga, n'est-ce pas? Union corps, esprit, souffle. Le Qigong, ça parle de souffle, exactement. Donc dans le Qigong, on s'est rendu compte parce que nos amis chinois ont conservé cette pratique-là, sans doute léguée, peut-être par des Africains, on ne sait pas. Hein? Enfin, peut-être on sait, mais bon, on comprend qu'il y a de l'idéologie et de la fierté nationale et de l'ego. Bon, c'est pour ça que nous, on essaye de ne pas trop rentrer là-dedans. Le gars, c'est pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais on s'est rendu compte que les Chinois faisaient un peu plus attention au Qi, au souffle. Mais on retrouve le Qi, le souffle, le Sa Sekem, la puissance, l'énergie vitale, dans la tradition pharaonique. Bon. Ensuite, on se rend compte que, en ce qui concerne le Hatha Yoga, Ha effort, hein, Ta relâchement, Ha solaire, Ta lunaire. Et le Raja Yoga, qui est un yoga royal, mais c'est bizarre, on dit Ra, mais c'est peut-être aussi comme le Ra d'Égypte. Et les passerelles entre le sanskrit et la langue pharaonique sont innombrables. Les passerelles aussi avec le pali, parce qu'avant le sanskrit, il y avait le pali en Inde. On dit, mais c'est curieux, c'est les mêmes mots. Ja, J-A et Ya, c'est la même chose. C'est le Y, on dit, le Y, c'est comme si on mettait deux J. Donc c'est solaire, lunaire. On retrouve le yin et le yang. On retrouve même Gebenout, entre ciel et terre. C'est ce même état d'esprit. Donc, qu'est-ce qu'a fait de façon très intelligente Maître Yogi Babacar Khan? Il a dit, au lieu de rentrer dans les querelles de chapelle, l'énergie vitale, le Qi, Qigong, Tai Chi. Le Hatha Yoga, il travaille beaucoup plus sur la souplesse. Et en fait, justement, c'est ce que vous disiez à juste titre, au départ, pas tous les Européens. Il y en a certains qui avaient bien ressenti la dimension spirituelle, mais aujourd'hui, ça devient un peu du commerce, ça devient de la gymnastique. Donc, la souplesse, bon d'accord, les gens ont besoin de souplesse, donc écoute, on intègre aussi le Hatha Yoga. Mais comme je vous disais, les enfants de Kinshasa ou d'ailleurs ou de Dakar, que vous voyez qui font des contorsions partout, ils n'ont vu nulle part, ils le font eux-mêmes. Donc c'est inhérent à l'espèce humaine, le fait de s'étirer, de faire dans la mesure du possible, dans la mesure de la capacité de tout un chacun d'aller jusqu'où on peut en étant à l'aise. Il ne s'agit pas de se blesser. Donc, Qigong, Hatha Yoga, le Kung Fu Neicha des Chinois, la voie intérieure du Kung Fu. On peut dire que c'est une forme de gymnastique, on peut dire que c'est une forme de spiritualité, bien entendu, à un certain niveau, et on peut dire que c'est une forme de yoga. Voilà. Et en intégrant tout ça, effectivement, on se rend compte, en cherchant, par bribes, parce qu'on n'a pas toutes les informations, que les anciens Égyptiens avaient tout ça. Il y a une thèse qui a été faite où on montre la correspondance des méridiens chinois avec les métaux, les canaux
les anciens Égyptiens. C'est flagrant, c'est évident. Et moi, ce que j'ai constaté, et Maître Khan l'avait souligné une fois, plus on va de l'un vers le multiple, plus les choses deviennent plus claires et plus populaires. Parce que les anciens, ils gardaient un peu les choses, ils savaient qu'il ne fallait pas tout donner. Parce que si on donne tout à des inconscients, ils font n'importe quoi. On voit un peu ce qui se passe sur la planète aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils ont des armes, etc., ils font n'importe quoi. Hein? On sait que les anciens Égyptiens connaissaient la salpêtre, ils connaissaient le secret de la poudre. Bon, les Chinois ont fait des feux d'artifice avec, et après les Européens ont pris ça pour taper sur leurs semblables, en déclarant leurs semblables non humains. C'est plus facile. Donc voilà. Donc aujourd'hui, la pratique du yoga qu'on fait, elle comporte tout ça en même temps. Et la spécificité du yoga égyptien, en tout cas de ce que faisaient les Égyptiens, qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est la célébration de la posture, de la stature de l'être humain sur Terre entre Gebenout, entre ciel et terre, pour répéter, représenter ce qui s'est passé dans la cosmogonie de Younou, hein, que les Grecs appellent Héliopolis, la ville du soleil, c'est Younou. Hein, là, ça nous ramène un peu plus à l'Afrique. C'est pour spécifier le fait que le rôle de l'être humain sur Terre, ce n'est pas d'être un consommateur, loin de là. C'est de maintenir l'ordre cosmique, de sacraliser le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Alors, dans mes travaux sur les cheveux, c'est ce vers quoi j'essaie d'amener la réflexion, puisque on traite effectivement certaines parties du corps noir, notamment, comme eh bien une sorte de, on va dire, une partie qui n'a pas qui n'est pas touchée par justement cette spiritualité-là, par le cosmos, qui n'a pas de retentissement dans son environnement et qu'on peut donc déformer, dénaturer allègrement. Et les produits conçus pour cette dénaturation sont tellement violents qu'on prend vraiment conscience que le corps noir en général, il est traité. J'ai fait une expérience d'écouter plusieurs émissions, de lire des ouvrages où on parlait des noirs, et la somme de fois où la comparaison avec un animal est faite, c'est hallucinant. Et c'était encore hier, j'écoutais une émission sur France Inter sur Joséphine Baker. Et c'était le mot chien, le mot oui, voilà, chien. C'était parce qu'elle bougeait beaucoup, parce que tout ça. Et pour ses collègues qui étaient avec elle dans un orchestre, etc., quand ils sont arrivés à Paris, c'était ces mots-là qui revenaient. Et on voit aussi que dans la façon qu'on a de traiter le corps noir ou la personne kamite, etc., on ne lui accorde pas sa dimension humaine. Et comme on est socialisé par ces personnes-là, puisqu'il faut savoir que le peuple kamite est le seul qui n'a pas son système scolaire, son système politique et tout ça. Il a ses traditions, mais qu'il ne pratique pas, puisque la domination fait qu'on lui impose des choses contre lesquelles sans doute les élites auraient pu lutter davantage. Mais puisque les élites en tirent profit, le peuple est socialisé dans une éducation, une culture, une école qui ne lui parle pas de soi. Donc le rejet ou le mépris affiché ou pas pour le noir apparaît dans les formes d'éducation qu'on lui donne et qu'il intériorise. Et donc, les traitements qu'on fait subir au corps noir sont des traitements qui dépendent aussi des représentations que les Noirs, finalement, se font d'eux-mêmes. Et ce cercle vicieux-là se perpétue et continue à se perpétuer à travers le désir de métissage, donc de dilution de soi qu'on retrouve chez beaucoup de nos semblables. Alors, pour revenir à la question du yoga, ce qu'on est en train de voir, c'est que le yoga, en fait, c'est une vie, c'est un modus vivendi, c'est pas un sport à côté de la vraie vie.
C'est la vraie vie. Et donc, ce que je voulais que vous disiez, si vous aviez... Alors, on va voir, puisque vous avez fait venir Makanjola avec votre association, on rappelle Gebenout, et qu'il est en train d'animer un stage de 5 jours. Peut-être qu'Hervé peut nous montrer la petite... c'est une sorte de teaser que vous avez fait réaliser pour inviter le public à venir, à s'intéresser d'abord à ce yoga et à venir participer au stage. Il y a encore une possibilité de le faire. Il y a encore une possibilité de le faire, et puis on sera en Guadeloupe après. Après, vous allez en Guadeloupe aussi. Peut-être qu'Hervé peut nous présenter le petit teaser. Sumatawi Yoga, expression de la mat des anciens Égyptiens, faites l'expérience. Faites l'expérience. Voilà, c'est bon. Donc, vous avez vu un petit peu là une émission, une partie de donc ce que vous proposez. Oui. Et en ce moment, ça se passe donc à... Ça se passe au domaine de Tivoli, Au domaine de Tivoli. côté de quartier des Volis, Balata. Et ça, le stage finira jeudi, mais il y a encore la possibilité de participer pour une journée, donc c'est-à-dire demain et jeudi encore. Alors, quelles sont les bonnes raisons qui inciteraient les gens à venir? On a vu que le yoga, n'est pas qu'un sport, même si certains le détournent un peu et s'en servent comme d'un sport. Je crois qu'il y a une question de niveau de conscience auquel on atteint et qui fait qu'on va intégrer cette pratique-là, soit de façon totalement extériorisée, donc on va travailler le corps pour avoir de la souplesse. Parce que c'est aussi, ça fait, j'allais dire, pour les gens qui sont à la recherche on va dire, de manière de vivre ou d'exprimer leur existence, de se démarquer un peu de la masse, etc. C'est un peu élitiste. Hein, le yoga reste une pratique élitiste. Donc, ce que vous aimeriez faire, c'est aider les gens, justement, à se l'approprier, mais comme règle de vie ou de mieux au quotidien, oui, tout à fait, exactement. Le stage, en fait, la manière dont on communiquait d'ailleurs pour le stage, c'est de permettre aux gens, en fait, d'impulser une dynamique. C'est-à-dire de venir faire un stage, parce que bon, c'est bien d'aller prendre des cours de yoga, mais le yoga, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Donc l'idée du stage, c'est aussi de permettre de façon un peu plus intensive aux gens de pratiquer et puis de capter des informations que Makanjola donne pour qu'ils puissent refaire à la maison régulièrement. Et puis finalement, à force de refaire et de faire, se rendre compte qu'il y a peut-être un bien-être. Ils ressentent un bien-être, ils ressentent une légèreté, ils se sentent beaucoup mieux dans leur peau parce qu'on est dans une société où il y a beaucoup, beaucoup de stress. Et des techniques respiratoires, comme Makanjola montrait ce matin encore, permettent aussi de pouvoir, dans ce système dans lequel on vit, qui est assez agressif, de pouvoir aussi trouver de la douceur et d'évoluer et de se développer personnellement par la pratique. Donc c'est impulser une dynamique. Et dans notre société où les gens sont très éloignés de leurs racines, se sont construits des identités totalement virtuelles, et refusent encore aujourd'hui justement de s'approprier leur ancestralité, leur africanité et avec toutes ces valeurs, et où le suicide est vraiment exponentiel, les dépressions, toutes les maladies aujourd'hui de l'âme, en fait, toutes ces maladies-là. Est-ce que on peut inciter les gens à essayer de pratiquer davantage le yoga, ou alors celui des pharaons, celui qu'ils ont apporté d'eux-mêmes, pour essayer justement parce que c'est un vide de l'âme qui peut expliquer que autant de gens... chez nous avons 3 fois plus de malades mentaux qu'en France, qui est un pays à 66 millions d'habitants. Nous en avons à peine 380 000. Et nous avons un taux de suicide très élevé qui touche aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais qui touche beaucoup aussi nos adolescents.
et des personnes dans la fleur de l'âge qui décident de se supprimer. Et c'est un questionnement pour les spécialistes qui sont ici et qui travaillent sur cette question. Mais j'ai l'impression que la question civilisationnelle, la question de la colonisation qui a sorti les 3/4 des Martiniquais de leur cadre civilisationnel n'est jamais abordée parce que ça remettrait en cause, en fait, tout l'ordre social qui est établi. Donc, malgré tout cela, il y a une possibilité que les gens cherchent justement pour une solution à ce mal-être. En essayant, par exemple. Oui, en essayant, parce que ça permet aussi de se reconnecter avec soi-même. Voilà, donc mais déjà de pouvoir peut-être déceler d'où vient ce mal-être, parce que c'est ça en fait. Parfois les gens ne savent même pas que le mal-être vient aussi de leur histoire, de leurs ancêtres. Ils savent peut-être même pas ça. Déjà, ne serait-ce que de s'écouter et de voir peut-être, de déceler peut-être que le mal-être vient peut-être de ce qui s'était passé avant. Et de chercher à savoir. Ça peut être ça aussi. Ça peut être une occasion de venir au stage pour ça aussi, pour pouvoir développer ces parties-là. D'accord, mais malheureusement, Makanjola n'est pas là souvent. Oui. Est-ce que les gens peuvent vous toucher, peuvent vous contacter Oui, tout à fait, exactement. Nous restons de toute façon en lien. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un groupe de personnes dont fait partie Djaïli. Et j'espère, donc moi je vais faire mon maximum pour les accompagner et pour que dans 2 ans, ils puissent commencer à être autonomes. Donc moi je suis aussi un peu donc j'ai l'honneur d'être représentant de l'Institut international de yoga, du maître Yogi Babacar Khan et de son épouse Geneviève Khan. Et pour ce faire, particulièrement vis-à-vis des Africains, des Africaines, parce qu'il est important qu'on ait de plus en plus de femmes qui puissent transmettre la pratique. Bon, c'est déjà le cas, il y a d'autres personnes, mais c'est très isolé. Et moi, je considère déjà que, bon, voilà, je suis un peu sur la pente descendante, malgré, bon, voilà. Et il faut transmettre. La transmission, c'est très important. Et je pense qu'il y a de la place pour beaucoup de gens. Quand on rentre dans le paradigme du Sumatawi Yoga, des pharaons, dans le yoga, c'est ce que je propose, l'esprit de compétition n'existe pas. C'est un esprit d'émulation. Et vous êtes bien placé parce que vous avez fait un remarquable ouvrage sur l'entraide. L'entraide, c'est simplement du karma yoga. Le karma yoga, c'est de l'entraide. Ça fait partie du yoga aussi. Voilà. Donc l'entraide... Qui était le fondement de la civilisation africaine. Et c'est transmettre. Transmettre. Ce qui n'est pas transmis est perdu. Et non seulement vous allez transmettre, mais je sens déjà qu'autour de moi, ici, en France, il y en a qui ne sont pas là. J'espère que l'année prochaine, on sera plus nombreux à venir. Il y a des personnes talentueuses, rigoureuses, honnêtes. Parce que ça, il faut le dire aussi, et vous parlez de l'aspect civilisationnel et spirituel. Nous avons la chance d'avoir en maître Guy Babacar Khan, quelqu'un qui pratique depuis l'âge de 16 ans, qui a 82 ans, qui est d'une rectitude morale exemplaire. Et effectivement, lorsqu'on voit le djed, lorsqu'on voit toute la cosmogonie égyptienne, lorsqu'on voit ce qu'on appelle les confessions négatives, je n'ai pas brigandé, je ne me suis pas accaparé les terres d'autrui. C'est toute cette sphère. J'ai pas décrété que j'étais supérieur, que j'étais le plus Exactement. beau, que j'étais le plus grand. On a l'hymne à Aton. Chaque peuple a sa terre, etc. On ne vient pas chercher la terre des autres pour des futilités. Oui, mais la question de la propriété voilà, exactement. Pas... Voilà. Donc nous, on a la chance d'avoir cette rigueur, et j'ai la chance aujourd'hui de rencontrer des personnes comme Djaïli, n'est-ce pas? Comme d'autres, il y a India, en Guadeloupe. Bon, il y a 3 places, mais en Guadeloupe, India nous organise aussi le stage yoga. C'est des personnes, je trouve, je le dis, remarquables, parce qu'à leur âge, je n'avais pas leur connaissance. D'accord. C'est un très grand espoir. Ça veut dire que
comment on appelle ça, l'âge, Oui, les nouvelles générations. Les nouvelles générations commencent plus tôt. Et donc, la à savoir équivalent, voilà. Et la transmission se passe. Et puis que l'intérêt pour ces manifestations de la culture, civilisation africaine, touche de plus en plus de... Alors ça touche à beaucoup de choses, hein, parce qu'effectivement, on doit dire que chez nos amis indiens, je salue aussi un monsieur qui s'appelle le Swami Vitamoananda, qui a tenu, hein, alors c'est assez noble, qui est indien, et qui a tenu à ce que d'autres yogas puissent faire partie des journées internationales du yoga, dont le yoga des pharaons. Donc ça fait 3 ans que je pratique avec eux à Grèce. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que on se rend compte que, alors il a proposé de mettre l'accent sur le yoga au quotidien, comme Maître Khan. Et ce que disait Djali est tout à fait juste. Là, nous sommes ensemble, nous sommes dans une posture, nous sommes en état de yoga. Parce que quelque part, le yoga ne se fait pas, il se vit. Et ça me donne aussi l'occasion, n'est-ce pas, avec le réalisateur Aymar Saint-Germain, que j'évoquais, nous réalisons au cours de ce périple, parce que pour moi, c'est un véritable chemin initiatique, et je me sens bien, en Martinique, à Dominique, en Guadeloupe, nous réalisons un film documentaire. Et nous l'avons intitulé Yoga, culture, parce que la culture est du yoga. Culture et nature. Un tout. Alors on verra si le titre évolue, un tour des Caraïbes, ça peut être un atout des Caraïbes ou un tour des Caraïbes. Voilà. Et le yoga se fait au quotidien. On est vous avez dit, tout à fait. On est en état de yoga. Exactement. On ne fait pas de Exactement. yoga. C'est un art de vie. Exactement. Mais c'est ce que vous disiez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est donc pour ces gens, pour nos gens qui souffrent tellement, parce que aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui s'affairent autour de ces souffrances-là, mais je suis convaincue qu'on ne touche pas à l'essentiel. Alors, je suis désolée si les personnes m'entendent et que je les choque, mais j'ai toujours pensé que la question civilisationnelle dans la prise en charge de nos problèmes était laissée de côté, et c'est ce qui explique que malgré beaucoup d'efforts, parce qu'il y a il y a de la bonne volonté, malgré beaucoup d'efforts, notre peuple ne se porte pas mieux, parce qu'on ne veut pas toucher en fait justement à ce qui est important, constater que l'arrachement violent des Africains à leur civilisation a causé des problèmes psychologiques énormes qu'on essaye de traiter aujourd'hui à travers les neurosciences. Hein. On appelle ça des effets épigénétiques. On voit que ce qui a été de grandes douleurs à un moment donné se transmet par la répétition, se transmet, etc. Et on sait aujourd'hui que beaucoup des maux dont souffre ce qu'on appelle en gros le peuple noir sont des maux qui sont nés dans les conditions de sa mise en esclavage et du traitement surtout qu'il a subi pendant cet esclavage. Et donc quand on parle de réparation, on dit qu'il faut aussi reconnaître cet arrachement. Or, ceux qui sont en position de reconnaître cette nécessité de réparation ne le veulent pas. Donc les gens souffrent, on leur donne de la chimie et on refuse de tenir compte des souffrances de l'âme véritablement. Et puis avec des méthodes de traitement qui sont peut-être plus adaptées aux Européens qu'aux Africains. Bon. Ceci dit, si des gens vous entendent et qu'ils ont envie de chercher des solutions de ce côté-là. Donc, vous avez un téléphone qui est le 06 96 18 58 77. Alors, par exemple, quelqu'un vous a entendu et veut entrer en relation avec vous avec ce numéro 18 58 77. Qu'est-ce que vous lui proposez ? Alors, parce que 18 58 77, c'est le numéro de l'association Gabenout, donc indépendamment du stage, en fait. Ce qu'on fait nous-mêmes, c'est de pouvoir justement valoriser, promotionner les techniques et savoir-faire ancestraux. C'est pour ça que le yoga, Sumata ou yoga des pharaons, rentre dans ce cadre-là. Parce que comme vous disiez, on a, dans cette société dans laquelle on est aujourd'hui, saucissonne en fait les choses, sans jamais les prendre de façon, le mot holistique, de façon globale. Donc en fait,
Donc voilà, les mots, par exemple, de ces personnes, puisque le taux de suicide dont vous parliez est exponentiel peut-être, et il va continuer à l'être, tant qu'on n'aura pas cherché l'origine de la souffrance et qu'on ne l'aura pas traité dès la racine. D'où aussi le fait de pouvoir être en état de yoga, ça permet de pouvoir se scanner et savoir qu'est-ce qui ne va pas, et où aller vers la racine du mal pour pouvoir le déloger et puis continuer en fait. Donc l'association Gebenout, l'idée c'est aussi ça. L'idée c'est de pouvoir se réapproprier des choses que les anciens connaissaient, parce qu'on a une ancestralité qui est millénaire, et donc c'est des choses qui existent et qui ne sont plus à prouver, parce qu'elles ont déjà été éprouvées. Donc on n'a plus besoin de l'éprouver. Donc ça peut devenir des bases solides pour des gens qui veulent continuer à développer ça. Et le yoga, c'est une des bases solides que nous ont laissé nos ancêtres. On peut utiliser pour pouvoir se développer personnellement. Donc si quelqu'un m'appelait aujourd'hui pour aujourd'hui, là, je lui dirais de venir participer, ne serait-ce qu'une demi-journée pour savoir que ça existe. Et puis ensuite, continuer à faire des recherches, parce que faut aussi que les personnes se responsabilisent aussi. Cherchent aussi par elles-mêmes et voilà, les orienter au départ. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis, une possibilité aussi qu'elles se retrouvent avec des personnes qui ont les mêmes qui sont dans les mêmes préoccupations. Ou qui ont avancé dans cette recherche. Exactement. Et qui peuvent les guider. Exactement. Oui. D'accord. Donc ça, c'était pour savoir que, en fait, on ne parle pas du yoga aujourd'hui avec vous, parce que je pense que c'était absolument nécessaire, chers téléspectateurs, que vous sachiez que l'Afrique a aussi sa médecine, entre guillemets, enfin, je ne sais pas si elle appelait ça médecine, ces tradipraticiens, ces gens qui ne soignent pas par de la chimie, mais aussi par un art de vivre, une place qui est donnée à l'individu, pas dans des sociétés nécessairement, malheureusement, concurrentielle, mais l'Afrique se développe aussi un peu à l'occidental, puisque c'est le modèle qui s'impose. Mais dans les sociétés qui sont restées traditionnelles, vous avez un rapport à l'individu qui le traite justement de manière holistique, c'est-à-dire il est un tout, pas des morceaux qu'on va soigner par justement des médicaments qui sont chimiques, mais par très souvent une relation humaine, une relation améliorée où l'investissement de l'individu dans un environnement qui le protège psychologiquement, physiquement, et qui lui donne son boire et son manger, donc il est détaché de ce souci de la survie. C'est ça qui est important. Donc le yoga aujourd'hui, dont on est venu vous parler, c'est essentiellement vous dire qu'il y a des manières de guérir peut-être des choses ou d'appréhender votre place dans le monde à partir de ressentis que vous ne savez pas, sur lesquels vous ne savez pas mettre de mots, mais peut-être que là, des choses vont se déclencher et n'hésitez pas à aller voir ceux-là qui ont fait des choses sur Internet, sur YouTube aussi. Je crois qu'il y a des choses sur le yoga des pharaons. Il commence à y avoir des choses sur le yoga des pharaons. Et donc, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire pour savoir qu'il ne s'agit pas d'être dans une attitude totalement... Parce que souvent, on associe à yoga une attitude planante, peace and love, etc. Non, c'est pas ça. On acquiert une meilleure efficacité dans sa vie au quotidien, n'est-ce pas? On soigne l'âme aussi, bien entendu. On soigne l'âme parce que la respiration, lorsque vous inspirez de l'air, vous avez aussi des bonnes inspirations. On dit il est inspiré. C'est qu'il a de bonnes idées. Il voit clair. L'esprit se clarifie. Et on évite la procrastination, c'est-à-dire de toujours faire des projets qu'on ne réalise jamais, n'est-ce pas? On devient plus efficace. Et effectivement, comme l'a dit Djaïli, on peut, par ce biais-là, ouvrir certaines portes pour, à travers différentes pratiques, et des pratiques notamment africaines, toucher à la psychogénéalogie, à guérir des mémoires ancestrales. On peut s'ouvrir à ça. Et tout simplement, avoir un mieux-être, parce que à partir du moment où vous commencez à respirer, parce que vous savez, 60% de la pratique, c'est la respiration. À partir du moment où vous respirez bien, la respiration nous relie à l'invisible. L'air est le média qui permet de lier le visible à l'invisible. Quand je bouge ma main, je sens qu'il y a de l'air, mais je ne le vois pas. D'accord? En inspirant, on se relie à des choses beaucoup plus subtiles. Et de ce fait, on est souvent amené à changer notre alimentation. Pour tous ceux qui ont des problèmes alimentaires, d'obésité, etc. À partir du moment où ils se mettent à faire du yoga, ils se sentent mieux
ils ont envie de mieux manger, ils ont envie d'avoir une qualité de vie meilleure. Donc, ils commencent petit à petit à se détacher même de certaines relations qui sont toxiques, parce que ça arrive dans notre vie, n'est-ce pas? Et de certaines idées toxiques et de certaines informations aussi qui sont toxiques. Voilà. Ou des projets toxiques. Voilà, aussi. tout simplement. Parce que qui vous obligent à adopter des postures ou à vous focaliser sur Voilà. sur des futilités. Des choses et puis Un peu futiles, ouais. souvent très matérialistes. Exactement. D'ailleurs ici, les difficultés qu'ont les hommes et les femmes à vivre ensemble viennent du fait que les hommes stigmatisent le fait que les femmes seraient très matérialistes, mais très souvent c'est parce qu'elles sont aussi dans l'obligation, dans les nécessités du quotidien, nourrir les enfants, etc. Alors, à quel moment, ça veut dire que s'occuper de sa spiritualité demande un espace à soi, demande qu'on soit dégagé des pesanteurs du quotidien et que ça n'est pas évident. Ça n'est pas évident. Beaucoup de gens n'ont pas les moyens de se passer de ça. Alors le danger, c'est lorsque on a pris l'habitude de ne s'occuper que du matériel et que on croit que aller à l'église le dimanche et prier comme on le fait suffit pour entrer et juste se pénétrer justement de cette dimension spirituelle de la vie. Et donc on va à l'église, on prie, mais on est dans quelque chose de totalement, je vais dire, c'est presque une routine. Mais entre l'effort que nous demande le fait de changer notre vision, de changer nos pratiques et même de changer nos aliments, notre alimentation, c'est un effort, c'est un investissement qui implique qu'on remette en question assez lourdement son mode de vie. Oui. Ça veut dire qu'une fois qu'on y est, les choses vont de soi, mais faire le pas, franchir le pas, qui consistera à se dire cette vie-là dans laquelle je suis, elle me détruit, je me sens vide, j'ai pas le sentiment de vraiment partager, même en étant avec des gens, je ne sens pas, ou je sens mal, comme diraient les enfants, je sens mal. Eh bien, on aurait la possibilité justement de prendre le temps d'expliquer aux gens, de les accompagner pour qu'ils aient envie véritablement de fournir cet effort qui va les sortir de cette sorte de souffrance de l'âme qu'ils ne savent pas qualifier, mais qui est bien là et qui a des effets sur leur vie. Voilà. Et comme vous venez de le dire, accompagner pour qu'ils puissent fournir un effort. C'est eux qui vont faire le travail. Absolument. C'est eux qui vont faire le travail, qui vont décider, et ça va être progressif. Ça peut être simplement progressif. On n'est pas là en train de stigmatiser les gens, ça va être progressif. Et ce que nous avons aussi, donc je dois aussi rebondir là-dessus, parce que au niveau du yoga des pharaons ou du Sumata Yoga, comme les autres pratiques, effectivement, les gens qui sont d'ascendance africaine ou les Africains actuels, qui ont envie de rentrer dans une forme de spiritualité, ils peuvent aussi choisir de pratiquer ce yoga-là et de se référer à des principes divins qui vont leur parler. Et ils vont être à l'aise dedans. Les autres pourront simplement faire la pratique comme une simple gymnastique. Et ça ne pose aucun problème. Chacun va puiser dans ce qu'il veut. C'est ça qui est intéressant. Or, moi, ce qui m'avait posé quelques soucis, effectivement, c'était de répéter des phrases, n'est-ce pas, que je ne comprenais pas dans d'autres langues. Parce que j'ai commencé à faire aussi du Hatha Yoga. Je me suis dit, non, aujourd'hui, je me permets de faire des mantras en langue pharaonique. Puisque j'ai la chance, et c'est aussi l'occasion de saluer certaines personnes, parce que tous les samedis, je suis dans l'association qui est dirigée par Cher Baké Diop, le fils de Cher Anta Diop, voilà, avec, on a la chance, il faut en profiter, je vous dis, d'avoir le professeur Yoporeka Somé, qui est excellent au niveau de la langue pharaonique. Donc ça aussi, tout va ensemble. Moi, ça me permet, avec certains écarts, je sais qu'il y a des rigoristes au niveau de la langue, mais je la vocalise. Et comme je fais de la musique aussi, je fais des mantras en langue pharaonique, en langue égyptienne. On peut penser demain, et j'invite les gens à le faire, à faire des séances de yoga en créole. À parler que créole pendant la séance de yoga. Ou en wolof, ou en pulaar, ou en serer, ou en kikongo, ou en swahili. Et de nommer les postures comme ça. Parce que, aussi, je fais actuellement un travail où je nomme les postures en langue pharaonique, mais on peut les nommer dans toutes les langues. Ce qui fait que ça va se démocratiser, ça va se populariser, et les gens vont se rendre compte que, ah tiens, on fait ça chez nous, là. Mais ça ressemble.
On va réveiller quelque chose qui est déjà là, parce que je sais que ce qu'on fait, c'est déjà là. Et dans les danses, on voit des mouvements qui nous rappellent les mouvements du Ka, le mouvement du... Voilà. D'accord. Alors, vous avez compris, chers téléspectateurs, que le yoga dont on parle, c'est un art de vivre, c'est pas un sport. Et quand on vous parle du yoga des pharaons, c'est parce que nous sommes dans des peuples à majorité afrodescendants, africains afrodescendants, et que voilà, civilisationnellement, c'est plus logique de pratiquer la forme de yoga que vous a donné votre civilisation, c'est tout. C'est bien pour cela que la question de linguistique se pose d'ailleurs de manière assez logique. Hein. Vous n'allez pas parler en hatha yoga, en indien, en langue indienne, sur des choses que vous voulez pratiquer et dont vous voulez vous pénétrer sans comprendre leur sens. Voilà, c'est pour ça que donc il y a une logique dans un fil conducteur aussi, une transversalité entre pratiquer le hatha yoga. Alors, il y a un autre problème qui se pose, c'est que souvent on vous a rebattu les oreilles que l'Égypte c'est pas en Afrique et que les Égyptiens n'étaient pas des Noirs, surtout pas les pharaons, parce qu'on vous a bien appris que les Noirs n'ont rien inventé, n'ont jamais su diriger les royaumes, etc. Vous savez aujourd'hui qu'ils ont eu beaucoup de royaumes, qu'il y a eu beaucoup de royaumes en Afrique, et que les pharaons, à partir des investigations de Cheikh et de tout ça, on sait aujourd'hui qu'ils sont noirs. Alors si vous avez des doutes, allez en Égypte. Allez voir par vous-même. Allez dans le sud de l'Inde, dans un musée dont je vous ai déjà parlé à Chennai, qui est Madras aujourd'hui, ou qui était Madras et qui est redevenu Chennai. Ces musées, vous voyez toutes les civilisations premières qui sont noires. Allez-y, vous convaincre de l'originalité de votre histoire, de votre patrimoine, et surtout, cherchez les raisons pour lesquelles on vous a caché ce patrimoine. Essayez de comprendre pourquoi vous êtes les premiers et qu'aujourd'hui, on vous dit que vous êtes le fond les derniers de la classe et que le taux d'échec scolaire, social, tout ce que vous voulez, ça concerne votre peuple. Donc, essayez de comprendre aussi dans les pratiques qui vous sont proposées là, notamment, qui sont des manières de vivre, qui vont vous ramener tout naturellement vers, j'allais dire, une prise en charge de vous-même, ou par vous-même, qui sera beaucoup plus complète, puisque, enfin, vous allez sortir des griffes des autres qui vous limitent dans votre accession au savoir, aux connaissances. Voilà. Alors, sur la question des postures, peut-être qu'on a le temps de commenter, Makanjola, quelques images que vous avez sélectionnées pour qu'on puisse appréhender les postures de yoga en Afrique, en Égypte, en Afrique. Vous voyez, donc l'Égypte est bien au cœur de l'Afrique. Voilà. Donc elle va passer assez vite. On va la passer assez vite, oui. C'est passé. Voilà. Alors ici, ça, c'est Champollion qui dit les premières tribus qui peuplèrent l'Égypte venaient du Sénar. Donc on voit le Sénar qui est à côté du Darfour, du Sénar et de l'Abyssinie. Là, c'est intéressant, on voit une amphore trouvée dans le tombeau de Toutankhamon qui représente le Sumotawi, justement, l'union des deux terres. Donc avec le papyrus et le lotus. C'est l'image de droite. Voilà, c'est l'image de droite. Là, on voit le principe de Chou, l'air qui sépare Geb au sol et de Nout. Nout, principe féminin, Geb, principe masculin. Et la contorsion au sol de Geb, c'est pour montrer l'irrégularité de la croûte terrestre. Et c'est du yoga. Voilà. Voilà, donc il y a différentes... là, c'est la cosmogonie de Yunou, d'Héliopolis. Alors, Chou, l'air, le principe divinisé, avec sa compagne. Ce sont des hiéroglyphes. Voilà, ce sont des hiéroglyphes. Et dans la tradition égyptienne, tout principe divin est accompagné de son masculin et de son féminin. D'accord ? Voilà. C'est intéressant. Et puis, voilà. Donc, Amon, Imen, là, on a les 3 éléments, plus le 4e qui est Ra. C'est Imen, Amani, Amon, Imani, Amen, Amin, Imana, Amani. Tout ça, c'est un peu la même source qui veut dire l'inconnaissable. Alors, il y a des traductions. Le caché, l'inconnaissable. Et Kemet, c'était l'autre nom de l'Afrique. Le Kemet, c'était l'autre nom de l'Égypte. Kamuta. Alors, moi, je dis Kamuta, mais c'était Kemet. Et donc là, dans la scène dite de la psychostasie, l'équilibre entre les forces légères
représenté par, spirituel, représenté par la plume de la déesse Mat, et le cœur, votre corps, votre cœur, conscience, donc il y a le cœur physique et le cœur conscience, donc les deux sont imbriqués, ben cet équilibre, on peut parler, penser aussi que c'est du yoga. Quand c'est déséquilibré, trop déséquilibré, vous avez un cœur trop lourd, hein, et bien à ce moment-là, bon, voilà, ben, vous montrez des postures de yoga. Voilà. Alors tout ça, ce sont des postures. Voilà. On voit la notion de rectitude. Le dos est bien droit. Regardez la corpulence, n'est-ce pas? Donc au-delà de ce qu'on peut lire et écrire, hein, avec le eka, le nekaka, le fouet, le croisement des mains se fait au niveau du chakra du cœur. Ouais. Hein? C'est la symbolique que l'on voit là. Bon, il y a beaucoup à dire, mais on peut continuer. Et les coiffes relient au cosmos. Voilà. Alors là, c'est très intéressant, voyez-vous, entre l'Afrique plutôt impériale, n'est-ce pas, et l'Afrique ancestrale. L'Afrique impériale, c'est, on va dire, à partir du 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Beaucoup de cette Afrique-là a été créée par l'exode, parce que le plus grand exode, c'est l'exode du peuple noir, il faut le dire, voilà, le plus important. Et donc, on voit les différentes postures du scribe. Hein, posture avec les orteils repliés vers l'intérieur. C'est intéressant parce que on se rend compte que les Chinois ont développé les connaissances qui étaient un peu plus enfouies, un peu conservées dans les temples, et en stimulant les orteils, on stimule le sommet du crâne par les points réflexes. Hein. Il y a l'épiphyse avec la glande pinéale qui se trouve dans la zone du bout du pied. Voilà, c'est intéressant de voir ça. Donc sur l'image de droite. Voilà. Donc ça, c'est le dossier d'un trône de Toutankhamon. Ça a servi de base, bien entendu, à donc, nos frères des États-Unis, hein, donc, qui travaillent aussi sur le yoga, parce que donc, ils ont travaillé sur le yoga d'Égypte en antique. Et un des grands frères que nous avons est parti de cette statutaire-là, hein, un peu après Maître Yogi Babacar Khan, dans les années 70. Voilà. Alors c'était intéressant, donc là c'est toute la série des papyrus médicaux, avec des affirmations des Grecs, hein, qui disaient que les anciens Égyptiens avaient le corps le plus sain. Vous ne pouvez pas avoir le corps le plus sain simplement, n'est-ce pas, en mangeant, c'est en faisant aussi de l'exercice. Voilà. C'est l'affirmation des Grecs. Et les Grecs disaient aussi que les médecins égyptiens étaient les plus réputés du monde. Cette image, voilà l'image du maître Guy Babacar Khan. Voilà, donc j'espère qu'on va le revoir aussi dans les Caraïbes. Il a 82 ans. On va le retrouver le mois prochain. Et c'est une chance, vraiment, une chance de pratiquer avec lui jusqu'à présent. Et je peux vous dire qu'il est en forme. Dans nos eaux Non, il sera en France, en Europe. Voilà, plutôt vers la Suisse. Voilà. Maître Yogi Babacar Khan. Alors c'est intéressant parce que Maître Yogi Babacar Khan, au départ, donc à l'époque il n'y avait pas de yoga des pharaons, c'est Yogananda. C'est très intéressant de voir aussi la filiation, parce qu'on essaie de nous couper aussi des autres. Avec Yogananda, qui est un maître yogi indien, qui a apporté le yoga, le Kriya Yoga aux États-Unis dans les années 20, mais son nom de naissance, avant qu'il s'appelle Yogananda, c'était Mukunda. Alors là, on se dit, mais Mukunda. Et curieusement, dans sa langue, ce monsieur, qui s'est arrêté en Égypte, et c'est là que ça a fait tilt à Maître Yogi Babacar Khan, plus les travaux de Cheikh Anta Diop. Alors il faut aussi dire que la vie fait des choses extraordinaires, parce que l'épouse de Maître Khan, Geneviève Khan, est égyptologue. Donc voilà, un maître yogi qui rencontre une égyptologue. Et ce maître yogi, ce Swami Yogananda, Mukunda donc, s'est arrêté en Égypte. Et on sait qu'il a dit l'Égypte est une des sources aussi du yoga. Et on le voit dans la posture du Ka, on voit Shivananda aussi dans la posture du Ka. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Et Autobiographie d'un yogi est un livre aussi très intéressant. Voilà, donc différentes postures. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, il ne faut pas que ça effraie le public parce qu'on ne fait pas toutes ces postures-là toujours. Ceux qui sont jeunes peuvent les faire. Mais alors, ce qui est très important à dire aussi, mesdames et messieurs qui nous écoutons, c'est ouvert à tous. J'ai la chance par moment de pratiquer avec la grand-mère, la fille et la petite-fille. Ça peut être le grand-père, le fils et le petit-fils. Et chacun va jusqu'où il ou elle peut. Il ne faut pas se baser sur les postures de certains qui, lorsque c'est fait,
En simple gymnastique, c'est de l'acrobatie et c'est de l'ego. Hein, tiens, j'arrive à faire ça, pas toi. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, même les Indiens, dans les Yoga Sutras de Patanjali, les postures occupent une petite partie. C'est l'état d'esprit qui est important. En quel état d'esprit je pratique? Voilà. On va Voilà. voilà. Pas tout regarder. Et là, c'est intéressant. Donc, on voit le symbole du Sumatawi, alors c'est dit Sematawi, sous le trône, n'est-ce pas, de Képhren. Bon, on dit Képhren. Hein. Donc, c'est la forme grecque. Voilà. Sous son trône. Donc, le rôle de Pharaon, c'est de maintenir, n'est-ce pas, l'union. Et c'est le symbole ici de l'union. Alors là, c'est très important parce que vous avez Horus et Seth. Horus et Seth, dans la tradition égyptienne, il n'y a pas plus opposé qu'eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut même décliner ça au niveau politique, dans certains pays. On est triste d'apprendre que le Soudan a été divisé, par exemple, entre le nord et le sud. S'ils avaient ça comme cosmogonie, à un moment donné, ils se diraient, nous allons pratiquer l'union des deux terres, chacun avec ses différences, on harmonise ça. Donc on peut le décliner au niveau politique. Vous avez parlé des couples, au niveau des couples. Au niveau des couples. Hein. Et comme le disait un bon conférencier aussi que nous avons, ce n'est pas derrière un grand homme, il y a une femme, c'est pas derrière, c'est à côté. Et donc on verra, enfin on pourra voir plus tard une autre fois, que la statutaire égyptienne, il y a toujours un homme avec sa femme à côté. D'accord. Et quand on parle de polygamie ou de polyandrie et de désordre au niveau des couples, eh ben, au niveau ancestral... Mais dans toute la stature, dans tout ce qu'on trouve... On ne trouve nulle part ailleurs, ça. Non, on trouve le couple en Afrique. Ah, oui. Mais c'est propre à l'art africain. Ah, oui. On trouve très, le très, couple. Oui, toujours. L'homme et la toujours. femme. Et c'est bien la colonisation qui est responsable de cette division. Et en fait, moi je me permets de dire une chose, c'est qu'il y a eu une forme de polygamie sacrée, n'est-ce pas? Et je pense même, enfin je me permets de le dire, qui a été initiée par les femmes, pour permettre, n'est-ce pas, à tout le monde, parce qu'il y a eu des périodes de grands problèmes, de maladies, etc., et personne ne doit se retrouver laissé pour compte. Isolé. Voilà, isolé. Après, ça a été dévoyé. C'est l'esprit de la communauté. Voilà. C'est pour ça que l'esprit est très important. Dans quel état d'esprit on fait les choses? Et je voulais, juste pour qu'on n'ait pas de protestation, qu'on précise, parce que pour les gens qui acceptent l'idée que les pharaons étaient noirs, ils les renvoient à la 26e dynastie. Vous ne faites pas ces découpages-là? C'est même pas la 26e, je crois que c'est même la 25e. C'est la 25e, c'est la 25e dynastie où on parle des pharaons noirs. Oui. Même les Grecs n'ont jamais parlé des pharaons noirs, ils ont parlé des pharaons de Couche. Donc de toute façon, ce texte-là, cette partie-là, on la trouve dans la Bible. Oui. La Bible, dans l'Ancien Testament, qui est relié à la Torah. Même là, on parle de Mizraïm, on parle de Couche, on parle de Pout, n'est-ce pas? Et on parle de Canaan. Tous issus de Cham. Donc, et les recherches scientifiques nous amènent aussi à ça. Nous savons que il y avait deux grands royaumes. On pense même que, en fait, les Égyptiens ont dépassé les gens de Couche, mais que ces gens de Couche, même avant, il y a Kerma, avant ça, ont initialisé la civilisation des pharaons, plus l'apport de peuples venus du Sahara qui se désertifiaient. Donc voilà, donc il y a ça, c'est assez complexe. Pour les gens qui seraient inquiets, qui se diraient oui, mais c'est pas les Noirs, c'était d'autres, etc. Parce que la question de la couleur ici intervient parce qu'on est aussi dans la question de la civilisation. Alors, vous les rassurez comme ça? Non, alors il faudrait faire il faut faire d'autres émissions et on a beaucoup de personnes très compétentes dans le domaine. Moi-même, je me suis beaucoup intéressé à ça. J'ai fait une collection de toutes les preuves un peu actuelles, disponibles, archéologiques et aussi donc archéologiques, linguistiques. Parce qu'en fait, la faiblesse qu'ont certains égyptologues, c'est qu'ils ne connaissent pas les langues africaines. Et là, on peut rendre hommage, par exemple, à un très grand président africain, donc j'en parle avec beaucoup d'émotion, je ne vais pas pleurer sur le plateau, c'est Thomas Sankara. Le nom Sankara, ça veut dire « fait vivre l'énergie vitale de Ra ». Le S est un causatif dans la langue pharaonique, Ankh, Sankh, Ka, le K de Ra. Voilà. C'est pour vous montrer. R-A, le principe solaire. Et c'est pas que le soleil est un dieu. Le soleil est une expression de la création. On dit Temra, Atumra.
Atumre. On va. Et là encore, il y a l'idée du yoga. Le cachet vers la lumière vers le cachet. Très, très intéressant. Alors, puisque notre émission va bientôt se terminer, vous avez vu comme ça va vite. On veut, je voudrais que vous, quand vous pratiquez, puisqu'en ce moment vous êtes en stage, en formation, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez, vous arriveriez à faire ressentir des émotions que vous éprouvez vous personnellement à votre public, en tout cas aux téléspectateurs? Qu'est-ce que vous pourriez, par exemple, leur donner comme indice qui montre un changement d'état ou alors par la quête de quoi vous êtes habité et qui vous fait savoir que oui, vous avez atteint ce que vous cherchez, ou est-ce que c'est on n'a pas nécessairement on passe pas nécessairement par ces étapes-là. On se dit pas voilà, je veux atteindre tel niveau et aujourd'hui ça a marché ou ça marchait à demi, ou que vous sortez du stage par exemple un peu déçu ou pas rempli assez, ou voilà, ce genre de choses. Est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu? En fait, quand vous avez commencé à parler de ça, ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit, c'est comme une symphonie en fait. Parce que c'est très 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 esthétique. On a l'impression de parler un langage en fait avec les postures. On a l'impression de parler son langage en fait. Et c'est ce qui est vraiment intéressant. On se désinhibe totalement, on sort de... Ouais, c'est-à-dire que on rentre à l'intérieur de soi, en fait, c'est ça. On rentre à l'intérieur de soi et on peut se désinhiber peut-être à l'intérieur de soi, en tout cas être beaucoup plus à l'aise avec soi. Et on a vraiment l'impression, parce que c'est interconnecté, hein, la langue pharaonique est interconnectée avec les postures. Donc on a vraiment l'impression de parler un langage et c'est ce qui fait un peu la féerie aussi du Sumatawi Yoga. Partir d'un point, arriver à un autre, tout dépend de ce qu'on est venu chercher, tout dépend de ce qu'on a en tête, tout dépend de ce questionnement aussi. Les réponses peuvent venir aussi à travers ce stage-là aussi. Hein. Il y avait une dame il y a pas longtemps qui était là dimanche plutôt, qui avait une question. Elle était, je pense même, on a pressenti qu'elle était venue pour pouvoir avoir des réponses. À la fin, elle était tout sourire parce qu'elle avait eu une réponse qui lui avait été révélée au cours de la pratique. Donc en fait, c'est tout à fait personnel. C'est très personnel. Donc on peut pas vraiment dire on va venir là et puis on va attraper ça. C'est un cheminement. En Mais fait. on peut se le dire et découvrir que c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, exactement. C'est un cheminement. C'est un cheminement. C'est les ça. choses prennent le temps qu'elles doivent prendre, en fait. D'accord. Mais ça initie quelque chose. Ça initie. Alors quand je parlais de se désinhiber, c'est beaucoup de gens ont très peur de se rencontrer, d'entrer en relation avec eux-mêmes, avec leur vrai moi, leur vrai véritable, avec leur profondeur, parce que parfois c'est tellement abyssal que ça effraie. Ouais, c'est ça. Ils ont peur du changement. On a peur du changement, mais la peur de soi-même, c'est très important. Les sociétés où on a appris à vivre, à occuper des surfaces et à se considérer soi-même comme une surface, on a très peur d'aller au fond de soi, de se rencontrer et souvent d'ailleurs, même dans des exercices, vous demandez à des étudiants de dire qui ils sont. On a la page blanche, ils calent, ils savent pas, et puis ils commencent à vous raconter, mais qu'est-ce que je peux dire? Moi, je sais pas, moi, j'ai rien à dire, mais non, tout de suite, de je suis que vous leur demandiez, ils passent au j'ai. J'ai ci, j'ai ça, et vous dites non, j'ai pas demandé. Avoir et être, ce sont deux auxiliaires différents, mais ils sortent très très vite du je suis parce que ça effraie vraiment pour l'avoir, parce qu'on a deux niveaux là de conscience aussi et de rapport à la réalité, à l'environnement. Donc c'est peut-être aussi des gens qui ont peur d'entrer en eux. Ça peut être, puisque vous le faites de manière très progressive, ça peut être aussi une forme d'initiation pour aller à la découverte de soi,
puisque les trésors, ils sont au fond de nous, ils ne sont pas ailleurs. Exactement. Nos trésors sont au fond de nous. Ouais. Ça veut dire qu'il faut encourager les gens à ne pas avoir peur enfin, en tout cas, qu'il y a une sorte je sais pas, de pratique qui va les aider pour ceux qui en sentent le besoin, qui peut les aider à aller à leur propre rencontre et puis apprendre que, eh bien, la vie n'est pas faite que de consommation, et que les vides qu'ils sentent les angoissent aussi, parce que souvent ils vous disent pas indicible, c'est quelque chose de très qui est ressenti, mais sur lequel ils ont du mal à mettre des mots. Parfois, ce genre de pratique peut les aider justement à cheminer vers leur malaise, à les regarder dans les yeux, j'allais dire, et à prendre des décisions et à trouver sa voie, à trouver son chemin, chemin et schéma de vie. Mais pour ça, il faut se détacher. Il faut se détacher d'un certain nombre j'allais presque dire, de passages obligés que nous impose la société. Parce que personnellement, je suis totalement convaincu que quelle que soit l'activité que vous pouvez faire, si vous êtes sur votre chemin de vie, vous allez pouvoir bien en vivre, même matériellement, même si ce n'est pas très très riche, simplement, vous allez pouvoir subvenir à vos besoins. Et il n'y a aucune activité humaine, faite en conscience, faite avec l'idée du chemin de vie, du schéma de vie et de ce que les anciens Égyptiens appelaient la mat. Aucune de ces activités n'est mauvaise et vous pouvez très bien en vivre. Voilà, c'est pour ça que nos jeunes, il faut les mettre en confiance. Bon, le football, la danse, le chant, tout ça, c'est pas mal, mais il y a d'autres choses, bien entendu. Et bien sûr, on a eu un film récemment très bien. On a aussi un professeur en Guadeloupe qui a organisé, je crois, une soirée autour des figures de l'ombre. M'a montré comment ces femmes, effectivement, remarquez en plus, des femmes mathématiciennes, n'est-ce pas, ont permis aux Américains de lancer leur première fusée. Et là, effectivement, alors l'origine des mathématiques, l'origine du yoga, etc. Alors on rentre dans la polémique. Il y a Ishango. Ishango peut expliquer aujourd'hui, n'est-ce pas, que nous avons des femmes très brillantes, des hommes très brillants, qui sont un peu dans l'ombre encore. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'on prête encore l'invention des mathématiques aux Arabes, aux Indiens, et qu'on a tout le mal du monde à envisager l'idée même que les Noirs aient pu inventer effectivement les mathématiques. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de preuves. C'est pas seulement l'os du Shango. Allez sur Internet, mes chers amis, chers téléspectateurs. Cherchez-vous. Alors il y a même un grand conseiller de M. Mitterrand, que je ne citerai pas, n'est-ce pas, voilà, Jacques Attali. Voilà. Non, cherchez et allez voir ce qui... le système informatique d'aujourd'hui est parti tout à fait de l'Afrique, il l'a expliqué, par les fractales. Voilà. Les fractales sont très importants. Cherchez aussi sur Internet ce que veut dire fractal et vous allez découvrir que les génies que vous prêtez aujourd'hui à tous les autres, sauf à vous-même, vous les avez dans votre peuple. Voilà. Parce que même dans ce film Les figures de l'ombre, on voit que l'ordinateur est créé, mais celle qui va montrer comment s'en servir, c'est une femme noire, effectivement. Donc, le yoga des pharaons, c'est une des façons de vous aimer, chers téléspectateurs. Nous savons les difficultés que nous avons à la Martinique, de nous vivre en tant qu'afro-descendants, même indo-descendants, tout ce qui n'est pas blanc est soumis à notre introspection, mais vraiment absolument destructrice, parce qu'on nous a appris qu'il ne faut pas essayer de chercher, comme nous disons en rigolant chez nous, de la savanterie chez nous, parce que nous n'aurions rien apporté à l'humanité. Eh bien, si on s'est appliqué si longtemps à vous dire cela et que vous le répétez aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un enjeu. L'enjeu, c'est que vous découvriez que, eh bien, c'est vous les premiers. C'est chez vous, de chez vous, que toutes ces choses-là qui font la grandeur du monde aujourd'hui sont parties. Alors cherchez et continuez aussi à pratiquer pour ceux qui ont commencé et essayer de commencer pour ceux qui ne l'ont pas commencé. Parce que c'est une alternative. Quand vous êtes très mal dans un modèle, dans un système, il ne faut pas développer comme ça des comportements absolument sadiques ou
contre vous-même. Essayez de savoir par quel chemin vous pourrez trouver du bien-être et par quel chemin, par quelle voie vous pourrez vous faire du bien. Et là, pour les vacances, cette émission-là, je pense qu'elle vous aidera aussi à prendre le temps, puisque vous avez un peu de temps, d'essayer. Il y a ce stage qui continue. Alors, redites-nous un peu. Alors, le stage continue jusqu'à jeudi. Donc, il ne reste plus que 2 jours, mercredi, demain et jeudi. Et on vous invite, pour ceux qui le veulent, ils peuvent encore prendre place parmi nous. Alors, voilà. Vous avez le téléphone portable 18 58 77 et puis vous avez aussi le portable de Macandiola si vous voulez parce qu'il est sur Paris et donc pour le contacter il fait des formations régulièrement 06 07 95 81 23 et puis vous avez Zouk TV qui est là 71 27 27 à qui vous pouvez téléphoner, laisser des messages qui nous remontent de toute façon. Hein, donc n'hésitez pas. Et puis, eh bien, les lectures. Alors, vous avez conseillé le yoga des pharaons. Voilà. Et quoi d'autre? Alors, il y a le yoga des pharaons, il y a la partie donc théorique, l'éveil intérieur du sphinx. Et puis, il y a la partie pratique, pédagogie et pratique du yoga des pharaons. Okay. Et il y a beaucoup d'autres ouvrages. Et je tenais aussi, par la présence, je crois qu'on arrive à la fin de l'émission, c'est ça, à vous remercier très, très chaleureusement. Je vous appelle Sœur Juliette. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration avec vous. Et en fait, je pense que le yoga fait des miracles. En fait, je pense être humblement sur une bonne voie pour moi. Et voilà. Et je remercie aussi Djaïli. Et toutes les personnes. Cela apaise. On voit quand on voit Djaïli qu'elle est apaisée et qu'elle est une bonne personne. Et bon, alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait amené ce proverbe. Si on veut aller vite, ben, on peut marcher seul. Et si on veut aller loin, on marche ensemble. On marche ensemble. Et donc je suis le fruit aussi de toutes ces personnes qui ont fait l'honneur de venir à mes cours de temps en temps, même une fois, même 2 fois, ou de relayer des informations. Et c'est comme ça que... Alors, on rappelle aussi aux gens que c'est dimanche sur la plage du Diamant. Voilà. Hein, vous êtes là. Pour ceux qui veulent s'essayer un peu au yoga des pharaons, ou en tout cas au Somatawi yoga, ils peuvent venir. Alors, oui, il y a 2 choses. Je crois que c'est le 15. C'est le samedi 15. Ah, c'est un samedi. Samedi 15. Donc, on est invité par l'association, je crois, Sankofa de M. Kapopo. On va arrêter. Et puis... On arrête, puisque c'est les... Donc, samedi 15, si vous voulez, chers téléspectateurs, sur la plage du Diamant, vous allez rencontrer Macandiola. On est obligé d'arrêter parce qu'on a déjà dépassé le temps. Mais vous voyez, toutes ces personnes aussi qui travaillent pour vous aider à vous trouver, y compris Zouk TV qui nous permet d'aborder ces thématiques. Donc nous remercions absolument notre télé et puis les techniciens, Manuela, Monsieur Granier, etc. Et nous espérons que vous avez passé du bon temps et que ça va vous donner à réfléchir et que vous reviendrez vers ces personnes qui vous veulent du bien. Passez du bon temps pendant vos vacances et puis à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt.